l'idée, c'est de vous présenter un petit peu la SAGE. Je ne sais pas si certains d'entre vous déjà voient un petit peu ce que c'est. Donc, c'est le syndicat des autoristes de jeux. Donc, on a changé de nom assez récemment. Avant, c'était la Société des auteurs de jeux. Donc, on a changé de nom pour être plus inclusif, du coup, au niveau de ça, et pour porter plus concrètement notre rôle de syndicat auprès du monde ludique au niveau des auteurs et des autrices. Voilà, donc notre but, ça va être de défendre vos droits, ça va être de pouvoir accompagner les auteurs et les autrices aussi durant le processus, durant la phase d'édition aussi, soit dans la relecture de contrats, des conseils, ce genre de choses. On peut commencer déjà par se présenter toutes les personnes qui sont de la SAGE ici. Donc, moi, c'est Kader, je suis cette année vice-secrétaire de la SAGE. Jérôme, je suis de la commission festival et communication. Et Laurent ici. Et Laurent, et je suis dans la commission éco-conception. Et Jérôme aussi, moi j'ai rejoint le comité cette année, au poste de secrétaire. Voilà, on n'a personne d'autre de la SAGE présentement. On a des personnes qui vont arriver. On est C'est 4. des adhérents de la SAGE. Hein? C'est des adhérents de la SAGE. Effectivement, si vous n'êtes pas encore adhérent ou adhérente de la SAGE, je vous invite à le faire. Ça va changer dans l'année. Enfin, changer. Il y a une évolution qui va être faite au niveau de l'adhésion. Pour l'instant, du coup, c'est une adhésion à vie de 15 €. Donc, si vous adhérez, vous êtes adhérent ou adhérente à vie à partir de 15 €. Vous pouvez faire des dons aussi pour nous soutenir, nos actions. Et prochainement, du coup, on va voir pour mettre en place une adhésion annuelle qui permettrait de soutenir plus fortement un peu la SAGE. Et on verra du coup comment on met ça en place. C'est en cours de discussion et de processus là-dessus. Voilà. Les rôles de la SAGE, comme j'ai commencé à le dire, c'est vous représenter, donc que ce soit au niveau de la loi, au niveau des... j'ai pas forcément tous les termes, donc n'hésitez pas à surenchérir. C'est ça très bien. Franchement, ouais. Voilà, c'est vous représenter, c'est défendre vos droits, c'est vous accompagner. On est en discussion avec le GIGS, du coup, qui est le groupement interprofessionnel du jeu de société, c'est ça, C'est ça. qui regroupe du coup beaucoup, j'avais noté du coup sur mon téléphone les trucs, tous les acronymes, du coup mon téléphone filme, donc je ne pourrais pas vous donner tous les acronymes, mais il y a les boutiques ludiques, il y a les festivals, il y a les illustratrices, il y a les auteurs et les autrices, il y a la WEJ, du coup les éditeurs aussi, donc voilà, ça regroupe du coup, je sais pas, j'en ai pas oublié, les ludothèques aussi. Les cafés ludiques, les cafés ludiques, c'est ça aussi. Ouais. les distributeurs aussi, si tu l'as pas dit. Distributeurs, non. Ils y sont pas les Les distributeurs Ils sont liés à la Oui, ils sont dans la WEJ. Ah, ok. Ah ouais, effectivement. Ouais. Bref, du coup, voilà, c'est un gros regroupement qui permet du coup de discuter de plein de choses. On est, par exemple, en discussion avec la WEJ, du coup, le syndicat des, je sais pas si c'est L'Union des éditeurs de jeux. l'Union des éditeurs de jeux, du coup, pour essayer de faire un contrat commun, par exemple, pour l'édition de jeux. Nous, la SAGE, on a déjà un contrat type sur le site de la SAGE. Vous pourrez retrouver beaucoup de ressources sur le site de la SAGE. Il est en cours de reformulation, petit à petit. Mais on a quand même un site avec du coup beaucoup de ressources, que ce soit comme je disais, un contrat type à lire qui permet de voir un petit peu les choses intéressantes. On a Un guide. Un On guide. a des guides de négociation, du coup, qu'est-ce que c'est une bonne rémunération pour un auteur, c'est quoi les red flags, en gros à partir de quel moment il faut s'inquiéter. Et à la SAGE aussi on fait de la médiation, si jamais à un moment ça fight et il y a des désaccords, il y a des problèmes de droit, de problématiques, du coup on fait de la médiation justement entre les différents acteurs. Et globalement, sur ce que tu disais sur les adhésions à vie, là on est à plus de 700 adhérents je pense. quasiment 800. Adhérents, ouais. Quasiment 800. Quasiment 800. Ça a évolué en 2-3 ans. Oui. Donc, avec ce petit glitch des adhésions à vie qu'on a fait au lancement, techniquement, on est le syndicat d'auteurs le plus représentatif en France, c'est-à-dire plus que les scénaristes, plus que les auteurs de littérature et compagnie, parce qu'on a ce pool-là. Une des fonctions de la SAGE aussi, c'est de pouvoir discuter avec les pouvoirs publics et revendiquer le jeu de société comme une valeur culturelle et comme une œuvre de l'esprit. Et du coup, ça nous fait avancer dans des domaines en participation avec le GIGS pour notamment avoir une taxe qui est équivalente à celle du livre comme produit culturel. Donc vraiment, au-delà de la question de la protection des auteurs aussi, c'est le statut du jeu de société comme œuvre de l'esprit, objet culturel à part entière. Je crois que c'est l'année dernière qu'on a réussi du coup,
enfin moi j'étais pas encore là, mais que la SAGE a réussi du coup à faire en sorte qu'au niveau par exemple de l'URSSAF, il y ait du coup un code APE qui soit titré auteur ou autrice du coup de jeux de société. Donc ça c'est l'un des combats du coup qu'on a mené au sein de la SAGE et qui a du coup porté ses fruits l'année dernière. Et du coup c'est d'autres combats qu'on va mener pour valoriser et mettre en avant du coup le métier d'auteur ou d'autrice de jeux de société là-dessus aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la SAGE? Adhérer. Ça coûte pas cher et effectivement. c'est bien. Et en fait, toutes les ressources sont déjà là. Donc techniquement, vous pouvez consulter les ressources et l'adhésion, c'est juste comprendre que vous allez pouvoir rejoindre un espèce de bloc commun. Mais même si on a l'intitulé syndicat, ben, on discute avec les éditeurs, on discute avec tous les autres acteurs parce que globalement, le jeu de société, ça reste un milieu qui est quand même plutôt en coopétition. Donc on coopère tous ensemble, mais le nombre de joueuses est limité, donc en fait le marché l'est aussi, mais en fait ça n'empêche pas d'échanger. Et la particularité des autoristes, c'est qu'on ne va pas être lié à un seul éditeur toute sa vie, et du coup on va discuter avec différents éditeurs, des éditrices en parallèle, et donc on n'a pas cette notion de on est rattaché quelque part, donc on est vraiment censé communiquer avec tout le monde en permanence. Ouais, Il y a un Discord aussi, où on pose beaucoup de questions, enfin, il y a beaucoup d'échanges sur le Discord. Effectivement, il y a, pareil sur le site aussi, il y a le lien du Discord public, donc vous pouvez venir et il y a beaucoup de channels, que ce soit, ça va de l'auto-édition à des questions sur comment protéger son jeu, les questions qui reviennent assez souvent, ça va aussi sur, voilà, j'ai un éditeur qui me demande un print and play, est-ce que c'est bien de l'envoyer ou pas? Il y a beaucoup de questions forcément quand on n'a jamais fait, on se pose ces questions-là, du coup on peut y répondre aussi directement dessus, on sert à ça aussi, à répondre à vos questions, ce qu'on fera aussi après, si vous en avez, n'hésitez pas. Autre truc qu'on a mis en place aussi l'année dernière, c'est du coup un tableau qui reprend, qui liste, c'est ça, les différents festivals dans lesquels il y a des protozones ou non. En tout cas, ça vous permet un peu de voir les différents protozones ou festivals qui peuvent vous accueillir là-dessus. Et on essaye de voir aussi, pareil, avec les festivals, comment on peut mettre en place, pas une charte du coup, mais un suivi d'accueil des autoristes dans les protozones et tout ce qui va avec, dans la même lignée de pouvoir représenter les auteurs et les autrices de partout où ils peuvent être. Voilà. Donc ça aussi c'est une ressource qui est accessible sur le site et qui va être mise à jour, qui va être fournie, complétée. Ouais. C'est ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on est là. C'était la carte des auteurs qui était bien, on se localisait un peu tous, Ouais. elle a disparu. Oui, effectivement. On verra. Ça me manque un petit peu, parce que j'aimerais bien savoir qui a tout à côté de moi. Et dessus, on avait juste le nom, le mail. Si on pouvait glisser notre adresse, un site, enfin, un lien où on voit le travail des uns et des autres. Effectivement, c'est peut-être un sujet qu'on va pouvoir remettre sur le tapis, parce que là, il y a un nouveau site qui est en cours de construction, avec le nouveau nom de domaine, du coup, syndicat des autoristes de jeux. Là, l'ancien nom, c'est le Société des auteurs de jeux. Vu qu'on a changé de nom, on va changer aussi de nom de domaine. Donc l'idée, c'est aussi de refonter, je ne sais pas si ça se dit, mais de repartir un peu de zéro, tout en récupérant ce qu'on avait avant. Et du coup, parce qu'il y a des choses qui ne marchent plus, des choses qui sont un petit peu désuètes sur le site qui existe aussi déjà, des liens qui sont morts, il y a plein de choses à remettre en place. C'est un gros travail, donc on est dessus aussi. Il y a le lien vers tous les autres collectifs. Tous les autres collectifs, voilà. Suivant les régions desquelles vous venez. Nous là, vous avez vu que c'est la A, pardon, je parle en tant que président de la A, du coup, c'est la A qui organise la protozone, etc. Et on est une cinquantaine. On a encore plein d'auteurs et d'autrices qui à mon avis, ne savent absolument pas qu'on existe. Mais vous avez, si vous venez de Toulouse, de Quimper, de je sais pas où, vous avez des syndicats, enfin pas des syndicats, des groupements, des collectifs locaux. Donc rapprochez-vous d'eux, ne serait-ce que voilà, pour organiser, pour se rencontrer, pour tout ça. Et vous avez toute la liste
sur la Sage. Et Effectivement. peut-être mettre une carte, je sais pas, Oui. ou avec, Ah, voilà, ce qu'il faut. Je pense que ce serait peut-être plus pertinent et plus RGPD friendly Pour les collectifs aussi. Arrêtez, que. donnez-moi un lexique. Mais tu peux te tutoyer. Non, Il y a plus deux mots là. préciser. Ça peut- Comment dire RGPD, c'est des règles, des réglementations De divulgation de de- non-divulgation d'informations privées, et du coup, ça a un peu chamboulé le web français à partir du moment où ces lois sont passées. Et du coup, c'était moins la fête à pouvoir laisser des mails partout, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une des raisons aussi pour lesquelles la carte interactive avec ton mail qui est affiché, ça peut devenir un problème, et du coup, il faut trouver D'accord. des chemins détournés pour retaper ça. Mais du coup, c'est une très bonne remarque. La carte, elle est utile, elle est intéressante pour ce point-là, mais de la même manière que on peut avoir les autoristes qui sont disséminés et un petit logo de la A, de la DIF et ainsi de suite. Et qui peut mener vers le site du Complètement. collectif en question et du coup voilà, avoir éventuellement la liste des auteurs qui sont et des autrices qui sont dans ce collectif, etc. Mais déjà sur le site, vous avez du coup un lien qui vous mène sur une page de tous les collectifs qui sont référencés en tout cas à la Sage. Du coup, vous pouvez regarder du coup des collectifs qui possiblement sont près de chez vous. Donc l'idée forcément, ça sera de... On a une adhésion directe. Magnifique. Non, j'avais prévu de le faire, donc autant. Effectivement, c'est beau moment. J'ai pas encore payé, attention. Ah là là, on te regarde tous là. En fait, le facteur le plus important et déterminant pour des autoristes de jeu aujourd'hui, c'est l'isolement. C'est beaucoup plus dur de faire un truc dans son coin, même si on fait tester à sa famille et qu'on reste confiné. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques, que ce soit sur bricoler du matériel, ça tu l'as trouvé où, ça tu l'as fait machin, et juste échanger entre autoristes de nos jeux, de nos mécaniques, partager aussi ses contacts avec des éditeurs de jeux pour pouvoir aller à droite à gauche, faire des choses, ainsi de suite, quoi. Donc l'idée de la Sage et des collectifs, c'est aussi pour se regrouper, parce qu'ensemble c'est plus facile et plus agréable de faire évoluer nos prototypes et d'avancer. Effectivement. Et puis le fait de faire tester ces prototypes en festival, on le fait tester au public. Donc là c'est, j'ai envie de dire, le public lambda pour voir si ça marche, si ça accroche, etc. Mais quand on le fait tester à des auteurs et des autrices, on a un regard en tant qu'auteur et autrice de game designer et plus de joueurs et de joueuses. Donc on voit les choses différemment, on voit les mécaniques derrière, on voit éventuellement soit les écueils, soit les choses les bonnes choses, les mauvaises choses, et on sait les identifier plus parce qu'on a ce processus en tant qu'auteur et autrice de créer des jeux et de savoir que moi j'ai passé 2 ans sur le truc et je savais pas comment résoudre, et d'un coup m'est arrivée l'idée que blablabla, etc. Donc pour beaucoup, en tout cas, je pense que c'est important d'avoir vraiment les deux sons de cloche, et c'est du coup les collectifs permettent de faire ça, de se regrouper entre auteurs-autrices et de pouvoir participer à des festivals, aller au festival de Cannes en covoiturage, à faire non mais à louer un Airbnb à plusieurs, c'est con mais ça réduit les frais et voilà, c'est ce genre de choses, voilà, et ça crée de l'échange et des amitiés, tout ce que vous voulez derrière, quoi. Des contacts en plus aussi, et tout ça. à Il y a fait. dans le milieu, il y a beaucoup de cooptage. Le réseau est hyper important, qu'on en pense du bien ou du mal. C'est quelque chose qui existe et qui à mon sens, peut être valorisant aussi pour les personnes qui y participent, parce que quelqu'un d'inconnu qui arrive là et qui n'a aucun contact, en fait, s'il arrive dans un collectif, il y a quelqu'un qui sait qu'il y a un éditeur qui cherche un jeu qui est exactement un peu comme ce qu'il dit, hop, ça fait des relations, ça fait des premiers contacts, des premiers échanges professionnels là-dessus aussi, où on peut commencer à se caler, à comprendre et à apprendre aussi du milieu directement. Donc ça, c'est cool. C'est le chemin entre guillemets classique. On a une idée, on fait un prototype, on fait tester, on fait évoluer, on trouve un éditeur, il est intéressé, il est édité. Il y a d'autres chemins forcément, comme vous savez, dans l'édition. Mais effectivement, là où la Sage ne va pas forcément pouvoir vous aiguiller, ça va être directement sur vos protos. Si voilà, j'ai une idée de jeu, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le faire, c'est pas forcément le rôle de la Sage de ça. Par contre, les collectifs qui sont autour de vous, c'est leur rôle de vous accompagner, de pouvoir échanger avec vous, de comprendre un peu vos problématiques et de vous faire avancer là-dessus. Donc c'est ça qui est important aussi. Et en général, dans les collectifs, il y a des jeunes auteurs qui n'ont jamais, autrices qui n'ont jamais
c'est leur premier jeu et Découvre. ils savent pas trop comment ça se fait. Et il y a des vétérans, Qui se il y a sont même jamais des gens qui ont gagné des As d'or dans certains collectifs. Oui, Donc, ou non, qui mais se voilà. sont jamais fait éditer. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Oui, Alors, aussi, bien sûr. Le point que tu dis est essentiel, c'est Voilà. qu'en fait, Moi, je pense on est que tous c'est autoristes de jeu édité. ici. À partir du moment où on fait un prototype, qu'il y a une personne qui joue à ce prototype, on a le statut d'auteur ou d'autrice de jeu. Et c'est pas une question de j'ai été édité, j'ai pas été édité. C'est en fait c'est l'œuvre de l'esprit d'avoir créé quelque chose, de l'avoir rendu jouable, qui automatiquement nous attribue ce statut. Il y a des personnes qui peuvent être autoristes de jeu et faire que des prototypes qui resteront des prototypes toute leur vie. Et c'est ok en fait, il n'y a aucun souci avec ça en fait. C'est, la pratique, c'est de créer un objet ludique. Le fait qu'il soit édité ou pas, ben, c'est pas une fin en soi. Ça fait plaisir parce qu'il y a potentiellement des droits d'auteur qui vont tomber et on va tourner en festival et tout ça. Mais après, c'est pas une fin en soi et c'est cool aussi de faire des jeux en petit exemplaire ou de dire là je vais faire une auto-édition sur Ulule et en tirer 100. Ça marche aussi en fait, il n'y a pas de règles. Et globalement, plus vous allez produire de prototypes, plus quand vous allez les diffuser, les faire jouer, il y a de potentielles chances qu'à un moment, il y a un éditeur, une éditrice qui flash dessus, qui dit ça peut rentrer dans ma gamme parce que ça match ça, si on ça va et ainsi de suite. Donc c'est plus le statut d'autoriste de jeu, vous l'avez et il n'y a pas besoin d'avoir un jeu édité ou d'avoir une piste d'édition pour adhérer à la SAGE. Il n'y a pas besoin de dire là je m'en fiche de partir avec un éditeur, ça m'intéresse pas moi je veux juste faire un prototype pour ma famille et c'est cool pour adhérer à la SAGE en fait. Non, la SAGE c'est justement on se regroupe entre nous et on s'entraide et au travers des collectifs aussi on accompagne tout ça quoi. Totalement. Donc ça, j'en suis tout à fait. Excusez-moi, c'est un peu mon défaut. C'est pas un défaut, c'est bien. On enregistre, on a des paroles diverses que les notes, c'est Il faut cool. être conscient que ça fait un peu mal de jamais être édité. Moi, j'arrête de chercher les maisons parce que c'est bon, quoi. J'ai compris que je suis un only, objet ludique non identifié. Donc bon, mais ça fait quand même quelque chose qui fait mal. Je préfère prévenir certains, ou alors je suis un only et donc je suis autour du cercle et hop, je suis dans l'espace. Ça va dépendre après de Je pense que c'est ton envie, de ta recherche. C'est une douleur qui... il faut prévenir. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais on va partir là-dedans, même s'il y en a 10 en création, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête ou est-ce que... Ça dépend, je pense aussi beaucoup sur les raisons qui font que tu crées aussi. Il y a beaucoup de gens qui créent pour créer, il y a beaucoup de gens qui créent avec un but lucratif et des gens qui créent en espérant avoir ce but lucratif parce qu'en fait ça permet de créer plus, forcément. Il y a des gens... Tu l'arrêtes pas. Effectivement. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se poser la question de pourquoi on crée, quel est notre but aussi derrière. Des fois, c'est pas forcément d'avoir besoin de la réponse, mais la question nous permet aussi de créer un peu différemment ou d'attendre des choses un peu différentes là-dessus. Mais effectivement, c'est pas parce qu'on crée, vous pouvez faire le meilleur jeu de l'année ou ce que vous voulez, que vous allez forcément être édité. C'est pas parce que du coup vous n'avez aucun contact que vous serez jamais édité non plus. C'est malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien du tout. C'est aussi un monde. Dans tous les milieux, c'est aussi des rencontres. C'est des rencontres, c'est sûr, c'est un timing. Il y a une chose qui est sûre, c'est que si tu fais des jeux chez toi, ce serait. Non, mais difficile. attendez, ça fait 10 ans que je suis en train d'essayer. Non, Donc je on ne va sais, pas parler que je suis nouvelle. Hein. Non, Ça je fait, dis pas c'est ça. bon, Je dis l'expérience et la rencontre, je l'ai fait. Hein. Je dis, J'en peux plus. moi j'ai vu beaucoup d'éditeurs aussi, et ça fait 4 ans que je fais des jeux aussi, et on a rencontré plein, je traverse la France pour faire des festivals. Ce qu'il faut, c'est aussi être à l'écoute, moi c'est mon avis, hein, je dis qu'il faut être à l'écoute de ces gens-là, parce que quand vous faites... Moi, quand j'avais 20 rendez-vous, j'ai rien d'édité. Mais en tout cas, moi j'écoute les gens, j'écoute les éditeurs, après tu prends ou tu prends pas. Mais en tout cas, ces gens-là, ils savent que c'est eux qui vont éditer ton jeu, c'est eux qui vont le produire. Donc il y a aussi des bons retours des fois. Et en fait, se dire qu'un jeu, après c'est toi qui décides s'il est fini ou pas. Mais un jeu, en fait, il est jamais fini. C'est pas qu'il est jamais fini, mais tu as toujours possibilité de l'amener ailleurs, de le thématiser autrement, de le changer. Enfin bon, voilà. Et je pense que moi, c'est ça que je trouve chouette dans mon métier, c'est de me dire, en fait, j'ai un projet, mais
à l'instant T, il est comme ça, mais peut-être que dans 2 ans, Et puis, je pense aussi que c'est à savoir si tu veux faire évoluer, enfin dans quelle direction tu veux faire évoluer ton jeu. C'est-à-dire si tu as effectivement un Olmi que aucun éditeur n'en veut parce que c'est la loi du marché, parce que c'est la mode en ce moment, c'est pas du tout ça, mais que tu veux absolument le garder tel qu'il est, tel que tu l'as fait, comme ton bébé, voilà. Bah, peut-être qu'il ne sera jamais édité. Après, si tu veux absolument te faire éditer, peut-être qu'il faut modifier des choses, peut-être qu'il faut s'adapter à, mais après c'est un choix à chacun. Et c'est comme on disait, c'est peut-être que ça restera tout le temps à l'état de proto, absolument jouable à ton niveau, à ton point de vue, et que bah, tu fais festival en festival en faisant jouer ton proto, et voilà. Puis peut-être qu'un jour, sur un coup de dé, si tu fais un 20, bah boum, t'as un éditeur qui fait « Ah non, c'est pas mal ça, on est en train de faire une nouvelle gamme. » Ah bah finalement, et que ça fait 10-15 ans que tu traînes le même proto, mais que personne n'en veut. Donc, c'est très bien. Voilà. Moi, le protorat aussi, c'est très bien, parce qu'à un moment donné, bah, quand tu travailles tout seul, c'est bien, parce que les idées, c'est pas épuisable non plus. Donc mutualiser les choses, travailler ensemble, c'est des choses sur lesquelles je pense que c'est bien de tendre. Parce que on a tous notre façon de faire, hein, mais Sur chacun du guidance. quand tu vas te mettre à bosser avec d'autres gens qui voient les choses complètement, tu vas dire ah oui, tu fais ça comme ça, toi. ah, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Pourquoi pas aller feu, quoi. Mais c'est ça qui est chouette aussi. C'est là que. C'est là aussi le pouvoir des collectifs aussi, c'est que ça peut nous, enfin vous et nous amener du coup à travailler ensemble et à avoir des points de vue différents, mais des fois radicalement différents, qui nous permettent de totalement faire évoluer un proto. Parce qu'avoir la tête dans le guidon, ça nous permet d'avancer, mais c'est très compliqué, c'est ça, de faire avancer dans des lignes des fois Il ne faut pas intéressantes. avoir peur de mettre un proto, de le ranger pendant 6 mois, 8 mois, 1 an et dire ouais c'est bon. Voilà, Et d'y revenir. Ça revient et puis voilà. Une idée sous la douche et hop, tu ressors le proto d'il y a 10 ans. Mais c'est la vérité parce qu'au bout d'un moment t'es plus lucide. Et puis quelque part, ça permet justement d'avoir un œil neuf sur ton jeu, que tu arrives à un blocage et tu le reprends 6 mois, 1 an après, et tu te dis, ah bah tu le reprends un peu de zéro. Ou des fois, il ne faut pas hésiter aussi à casser complètement son jeu. Casser, et puis. Tenter des choses, quoi. Et comme dans beaucoup de domaines, c'est de la masse que sort l'élite. Donc moi j'ai tendance à dire, faites des jeux, Expérimenter. expérimenter. Et confronter aussi. J'ai une question, si ça dérange personne de changer de sujet, Non, Vas-y. qui est assez technique par rapport au marché du jeu de société. En gros, ce que j'ai pu observer, c'est que dans le marché du jeu de société, c'était vraiment l'exception, un auteur qui en vit. Globalement, ça reste très très rare comme cas, un auteur qui vit, qui se trouve un salaire du jeu de société. Et le truc, c'est que j'ai pas mal d'amis qui sont dans la bande dessinée, qui est un marché qui a pas mal de liens de comparaison en termes De précarité, tu peux le dire. Et justement, moi, les 3 copains qui vivent de la BD, c'est pas des auteurs très reconnus, mais ils en vivent. Et c'est ça qui me surprend, c'est le fait que en 7-8 ans de travail et à force de réseautage et tout, bah maintenant ils ont des cachets qui leur font, ou genre c'est de la BD de commande, ils se font 35 000 €, ça leur permet de se payer pendant 1 an et demi sur ce projet-là. Et il y a cette impossibilité dans le milieu du jeu de société. En tout cas, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. J'ai l'impression que les règles du marché du jeu de société précarisent encore plus, ou en tout cas ont encore moins de frontières, quoi. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi, comment ça se faisait que, par exemple, on peut travailler dans l'illustration et gagner sa vie dans le jeu de société, par exemple, mais par contre, en tant qu'auteur, il n'y a pas cette stabilité possible, sauf gros coup de chance. Et donc je me demandais si vous, en tant qu'association qui a cette volonté de soutenir l'autorat, vous aviez une idée de levier qui pourrait orienter le marché du jeu de société vers une professionnalisation et une stabilité du statut d'auteur. Ouais, grosse question. Effectivement, c'est une grosse question là-dessus. Je pense qu'il y a... Moi, j'arrive aussi, je découvre ce milieu depuis 2 ans. Donc, pareil, un peu comme toi, je fais beaucoup de veille ludique. Je découvre beaucoup de choses tous les jours, du fonctionnement, de la manière de faire et tout ce qui va avec. Et j'ai l'impression que déjà en 2 ans,
il y a une évolution qui est dingue entre le nombre d'auteuristes, déjà, le nombre de jeux édités, la manière de faire aussi, de par justement les combats de la Sage ou d'autres syndicats aussi de ce milieu-là, qui font que du coup les choses évoluent. Moi, de ce qu'on m'a dit, j'ai l'impression de le voir aussi quand tu le compares à d'autres secteurs créatifs, on va dire. C'est que effectivement par rapport aux jeux vidéo aussi on peut le comparer, il y a des comparaisons possibles, même si c'est une autre industrie, tout ce qui va avec. En fait c'est vrai que possiblement le monde ludique du jeu de société est peut-être plus jeune que les autres acteurs du milieu créatif, ce qui fait que du coup on a encore beaucoup de chemin à faire pour solidifier des acquis, pour valoriser ce milieu-là sur les auteurs, les illustrateuristes aussi, les auteuristes et les illustrateuristes. Là-dessus, que ce soit du coup, justement le fait qu'il soit reconnu comme œuvre culturelle, le fait qu'il soit valorisé dans les collectifs et les communes, tout ce qui va avec, ça commence à arriver, on commence à avoir des secteurs qui montent, et comparé à la BD qui a des décennies derrière elle. Quand tu parles de cachet, contrat, c'est une entreprise que j'ai juste créé un petit peu sur le thème de la gamification. Ils vont démarcher des SNCF, des groupes comme et ils vont leur expliquer qu'ils peuvent rendre des sessions de travail, des formations internes. Donc il y a un petit peu cette volonté de certains auteurs de s'orienter vers ces types de contrats pour s'assurer ce revenu. Je ne sais pas encore, je n'ai pas de chiffres. Et on va travailler sur ça cette année. Il y a tous les 4-5 ans une consultation faite au niveau des auteurs qui adhèrent à la SAGE, à qui on demande à tous ceux qui acceptent de répondre au questionnaire et de répondre aux questions sur à peu près quel type de contrat vous avez, combien de jeux vous avez édité cette année ou sur les dernières années. Les questions ne sont pas figées encore pour la consultation de cette année. Il va y en avoir une en 2006. Et ces questions répondront à des interrogations. En tout cas, oui, c'est une entreprise de gamification qui peut bien penser à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a nos idées, on les présente en festival, mais c'est une industrie, on appelle ça du bouche, on a notre idée et on la pousse. Alors qu'on peut aussi réfléchir à l'inverse, aller chercher quelqu'un qui a un besoin. C'est ce que font ces entreprises de gamification. Tiens, monsieur DF, vous voulez faire une formation sur, je sais pas, l'énergie renouvelable électrique en Corse, dites-moi vos critères, je fais un jeu et comme ça vous pourrez former en interne aux salariés, ils s'amusent en même temps qu'ils apprennent. Voilà. Je crois d'ailleurs qu'il y a un groupement pour le Serious Game en plus. Pas par rapport à ça. Du GIGS, non Possiblement. Je suis en train de rentrer au GGS. Pardon, il y avait Oui, non, je juste après, tu as le Je rapporte une réponse peut-être un peu naïve de Aki. Qu'est-ce qui fait vendre au final? Je parle pas assez fort. Je voulais apporter une réponse un peu naïve de qu'est-ce qui fait vendre le jeu au final. Et ça fait 20 ans que je suis dans le jeu en tant que joueur. Je connaissais les éditeurs, je connaissais les illustrateurs, et je ne connaissais pas les noms des auteurs. Même Rainer Knizia, ça fait 6 mois que je connais seulement. C'est depuis que je crée les jeux que... Et les noms ne sont pas mis en avant au final. de plus en plus. De plus en plus, ouais. Oui, ça commence sur les chaînes. Et on y travaille aussi pour y veiller, mais effectivement... On peut faire une parenthèse sur les projets aussi. Il y a une exposition qui a été mise en place par la SAGE. On emmène soit en festival, soit entre lieux publics comme des médiathèques, où on fait des portraits d'auteurs, donc on présente un petit peu des portraits différents, des profils différents d'auteurs, pour justement amener les publics, tout à chacun. L'année dernière, il y était du coup au Festival de Montpellier, du coup en haut. Et effectivement, on a possibilité, donc n'hésitez pas à en parler du coup à vos communes ou à vos festivals autour de vous. On a une exposition qui met en avant du coup les auteurs et les autrices du monde du jeu qui ont bien voulu du coup prêter leur image et tout ça. Et elle peut être du coup louée, c'est aussi l'un des revenus de la SAGE aussi là-dessus. Et du coup on l'envoie et du coup ça fait une exposition à amener qui met en avant aussi les acteurs, les actrices du monde ludique dans ce sens-là aussi, effectivement. Mais pour répondre aussi à ce que tu disais, alors c'est pas une solution, mais c'est un fait. Le pourcentage aussi de gain d'un autoriste dans le jeu de société par rapport à la BD, c'est pas le même non plus. Donc nous, on est au pourcentage du chiffre d'affaires de l'éditeur, alors que le livre, la bande dessinée, on est au pourcentage du prix de vente. C'est un prix de fixe. Et c'est un prix fixe. Donc c'est aussi ça, en fait, qui change aussi beaucoup de choses dans le revenu et la précarisation d'un touriste de jeu aussi. La différence est flagrante. La position d'un éditeur en bande dessinée et dans le jeu de société, globalement,
c'est pas du tout la même en fait. Ça veut dire qu'un éditeur jeu de société, il va accompagner le jeu, il va le travailler, il va le développer, il va mettre d'autres métiers au profil de la production. Si je résume vraiment grossièrement, quand tu es éditeur de bande dessinée, tu prends les fichiers, tu envoies à l'imprimeur. Je simplifie vraiment grosso modo, mais c'est pas du tout les mêmes métiers. Tu vas accompagner ton illustrateur, ton auteur aussi, si tu veux, mais pas de la même manière, pas aussi poussé. Et après, les statuts, en fait, si tu veux être dessinateur, dessinatrice de BD, il faut savoir dessiner, il faut avoir une patte. Ça s'apprend, ça prend du temps. Dans le jeu de société, designer des jeux, les prototyper, c'est une œuvre de l'esprit pure en fait. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir fait des études en game design, on a juste besoin d'avoir vécu, d'avoir joué à d'autres jeux et d'avoir des idées et de créer des choses. Ces dernières années, ces 10-15 dernières années, le nombre d'auteuristes qui arrivent et qui ont la légitimité de s'y essayer, de faire tester des jeux sur des protozones, tout ça, il a explosé en fait. Et ça c'est positif et c'est un truc qu'on revendique aussi à la Sage, de dire tout le monde est auteuriste de jeu et tout le monde peut y arriver et peut essayer. Et en fait, éditer, c'est pas une fin en soi. Le nombre de peintres, de compositeurs, compositrices, de machins, qui ont vécu toute une vie dans la précarité la plus absolue, et leur œuvre est devenue incroyable à titre posthume, mais en fait il y en a plein. Ça ne veut pas dire qu'on fait des jeux pour que notre œuvre devienne incroyable à titre posthume, c'est pas ce que je dis, mais en fait c'est aussi à titre perso mon plaisir dans la production, dans la création, c'est au moment où je crée, au moment où je fais jouer. Bon, maintenant bonjour à que tous. Pour information, les portes vont pas tarder 200 à personnes ouvrir. qui ont joué en salon, Je vous souhaite un ou excellent festival. qui est 2000 personnes parce que ça s'est vendu à 2000 personnes. Les 2000 personnes qui ont joué chez eux, je m'en fous, je les vois pas quoi. Et On peut tous s'applaudir. les revenus que ça va générer, ça reste pas substantiel pour pouvoir dégager un revenu. Tous les autoristes de jeux qui aujourd'hui restent s'accrocher, souvent ils bossent aussi dans l'écosystème du jeu de société, en animant, en bossant avec des éditeuristes, en faisant plein d'autres choses, en faisant de la rédaction, en faisant du journalisme, en faisant plein d'autres contenus à côté. Parce que en fait, ce qui les intéresse, c'est au-delà de vivre leurs revenus, où je pense qu'on doit avoir une vingtaine d'autoristes max en France qui vivent de leurs revenus. À peu près, ouais. Tu vois, c'est vraiment une goutte d'eau, quoi. Et après, ça dépend ce que tu appelles vivre. Oui, c'est exactement. Ça dépend ce que j'appelle vivre. Et aussi, un truc super important, c'est qu'aujourd'hui, chaque année en boutique, c'est 1000 jeux qui sortent. Voilà, plus maintenant. Même plus, oui, c'est vrai. J'ai des chiffres qui ont quelques années déjà. On est dans les presque 1500 maintenant. Voilà, 1500 jeux. En fait, à un moment, le cycle d'un jeu, aujourd'hui, c'est plus du tout le même qu'avant, en fait. C'est-à-dire qu'une boutique va le prendre, va le laisser, il se vend pas, ok, il va être soldé. Ouais. Et du coup, le monde de l'édition s'adapte en conséquence, fait des jeux qui coûtent toujours moins cher et on va demander de faire des jeux de pli sur 36, 56 cartes ou je ne sais quoi, parce qu'on peut les vendre à 12 balles. Et voilà, et donc c'est aussi le plaisir d'être auteur, c'est de dire moi j'ai envie de m'éclater avec du matos, j'ai envie de bricoler des trucs et de pas forcément penser à la question est-ce que c'est productible en usine, combien ça va coûter et ainsi de suite, quoi. Ça c'est le taf de l'éditeur, de dire après oui, si on remplace ça par ça, on peut le produire à tel endroit et ça va coûter tant et tout ça. Mais plus on reste dans un premier temps libéré de ces contraintes, plus on va pouvoir être au service de la créativité et de ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité d'essayer d'essayer de réguler, ou en tout cas de modérer les comportements de production et de vente en revendiquant une sorte de pouvoir en tant que groupement d'autoristes. Ce que je veux dire, c'est que si tu enlèves les autoristes de l'équation, il n'y a plus de jeux de société. Et pourtant, c'est les seuls dans tout le schmilblick de la distribution et de la production qui n'ont aucune assurance financière dans la création et dans la distribution. Mais ça, tu vois, comme on disait au début, c'est un combat de la Sage, c'est un combat de la Sage et un projet qu'on porte fort, et c'est des choses qui vont évoluer, qui commencent déjà à évoluer, mais c'est pas des choses qui vont évoluer rapidement. Alors que le métier, lui, et l'écosystème, lui, évolue rapidement. Du coup, il y a une adaptation à faire aussi. Tu vois, le GIGS, si je dis pas de bêtises, il n'existe pas depuis très longtemps.
ce groupement interprofessionnel, il existe depuis 2 ans. Depuis 2 ans en moyenne. Enfin, moi, c'est ça, peut-être même 2 mois même. En vrai, c'est pas ça. Tu vois, tout est jeune en fait dans ce milieu, et du coup ça va évoluer, mais forcément on essuie aussi ces plâtres on commence à se professionnaliser, on commence à resserrer un petit peu les manières de réfléchir aussi, les conditions de vie et de production aussi, tout ça. Et c'est que le début forcément, du coup on en est là. Juste pas toute l'information, mais c'est un exemple par exemple. L'année dernière, ils ont testé plus de 2000 produits. Sachant qu'ils en éditent, je sais pas, 10 peut-être dans l'année, 2000. Donc c'est une aiguille, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde cherche à et donc, c'est vrai, c'est compliqué, mais en fait, moi j'ai vu, ça fait très peu de temps que je fais des jeux, mais entre le calme de cette année et le calme de l'année dernière, c'est un truc de fou. Le nombre d'auteurs qu'il y a en plus, c'est un truc de malade. Mais on est énorme. Et moi je me rends compte, en fait, je suis novice là-dedans, et je me retrouve à donner plein de conseils à des gens qui sont là. Et comment on fait un jeu, et comment on fait pourquoi, et les gars, ça va être ça. Ça prend du temps, c'est clairement ça prend du temps. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec plein d'auteurs qui ont édité plein de jeux, tout ça. Pour la plupart, c'est pas arrivé. Ils ont passé 6, 7, 8 ans, des fois, avant d'avoir le premier jeu d'édité. Et alors après. Ah oui. Et ça, c'était il y a 10 ans. Ouais, et ça, c'était il y a 10 ans. Et puis les quantités d'édité ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'est pas pour rien que c'est un métier passion qui demande beaucoup d'énergie par rapport au retour sur entre guillemets investissement qu'on a en termes d'énergie. On n'est pas sur du 1 pour 1. Clairement, on n'est pas sur du 1. On l'espère un jour, possiblement, tu vois. Mais... Ouais, effectivement, totalement. C'est déjà énorme, c'est déjà énorme. Déjà, le premier voilà. c'est qu'on s'intéresse au projet, on les prenne, on les teste, on est déjà facile. Moi, je dirais même le premier step, c'est se reconnaître soi en tant que créateur ou créatrice et par rapport à la condition du métier. Il faut, à mon sens, ça c'est que mon avis aussi, mais je vous le partage, c'est quelque chose qu'on fait d'abord pour soi. Et si jamais ça marche, on peut le faire encore plus pour soi et on le partage encore plus aux autres. Pour moi, c'est une manière de voir les choses. Moi, je les sélectionné pour un concours. Parce que ça, c'est chouette. Tu prends par exemple le clip l'année dernière, 197 dossiers. Il y a 10 ou 12 mecs, 10 ou 12 créateurs qui sont sélectionnés. Là, pour info, cette année, on avait 52 candidatures. C'est énorme. Et quand tu gagnes, en fait, c'est ta médaille. T'as gagné. Mais en fait, c'est grisant, c'est sympa, mais t'as juste gagné un concours. Ton jeu, c'est pas pour ça qu'il va être édité. Ou à l'inverse, c'est parce que vous ne gagnez pas que vous ne serez pas édité non plus. Quoi. Moi, je me rappelle à Chili, on avait discuté avec le moi j'ai plein de jeux d'édité, mais Les concours, en fait, ça te permet d'être mis en avant, de toi te mettre en avant, d'aller à la rencontre du public. Et moi, comme je dis souvent, être sélectionné, tu as déjà gagné, entre guillemets. C'est surtout qu'aujourd'hui, moi, ce que je trouve top, pour l'avoir fait déjà 2 fois, c'est que quand un festival organise un concours, et maintenant, on a la chance aussi d'avoir des super événements comme la ruche. Moi, j'ai participé 2 fois, et ça, c'est top. Et j'ai déjà vu la différence entre la première année de la ruche et la suivante. Parce que entre la première et la deuxième année, ça y est, on a des éditeurs qui commencent à passer, qui viennent, qui s'assoient à ta table, un tuteur avec la page en écran, qui viennent, ils jouent avec toi. Ça, c'est le. Et ça, je trouve que c'est. Finalement, le graphe, c'est peut-être un peu ça, c'est de pouvoir aussi arriver sur les événements. Être mis en avant dessus. Merci beaucoup.